que vous soyez, madame, monsieur, bienvenue dans votre émission que vous affectionnez bien dans vos maisons. L'émission Clair Plus qui reçoit pour vous des juristes de détail sur ces plateaux. À ma gauche, maître Steve Kivuata, communicateur au sein de l'AMUCA, à qui je dis bonjour. Bonjour, porte-parole du coordonnateur de l'AMUCA. Bien sûr que oui, mais vous faites aussi partie dans la cellule des communications, n'est-ce pas? Vous communiquez, n'est-ce pas, au profit de votre coalition. Effectivement. Alors, quels sont vos sentiments pour avoir signé votre première participation sur les antennes des Télé Plus? En fait, une grande appréciation. Personnellement, je ne savais pas qu'une chaîne aussi professionnelle est née. Je pense que c'est dans le tram de Télé 50 et de grandes chaînes que nous connaissons dans ce pays. J'ai eu à vous suivre lors de la présentation d'un journal. Personnellement, chez moi, je ne l'ai jamais suivi, cette chaîne, mais je pense que la première fois que j'ai suivi, la seule fois que je vous ai suivi, j'ai fort apprécié. Et j'aimerais bien que vous puissiez conforter votre identité à travers des émissions, peut-être celle-ci, pour que l'audimat de cette chaîne puisse monter. Merci. Là, c'est Steve Kivuata. À ma gauche, Mimi Angèle. Ça, je crois que c'est votre deuxième participation sur les antennes des Télé Plus. Alors, quelles sont de bonnes nouvelles d'abord de votre part? Je dis d'abord merci. Merci pour l'invitation que vous m'avez lancée. Je dis que la première fois que j'avais mis mes pieds sur cette chaîne Télé Plus, fort était ma joie de constater que réellement il y a des avancées dans le monde de la communication et je crois que j'avais dit un grand coup de chapeau à M. Jean-Marie Kassamba pour la qualité de la chaîne et je crois que vous ferez plus que Télé 50. Je vous mets en dualité pour que vous puissiez donner Télé 50, le meilleur, Star Télévision, c'est la même famille. Non, vous pouvez être d'une même famille, mais il y a toujours des lignes de démarcation, des particularités. On veut qu'il y ait une particularité par rapport à Télé Plus. J'ai vu que c'est une chaîne d'information. Télé 50, c'est une chaîne d'information. Star Plus, c'est une chaîne de divertissement, si je ne m'abuse. Oui. Et je crois qu'avec Télé Plus, nous voulons aller encore plus haut, avoir la vision de l'aigle, pas n'importe quel aigle, mais l'aigle royal. Voilà, très bien. Là, ce sont les vœux émis par ces deux juristes de détail avec qui nous allons aborder les sujets qui brillent en République démocratique du Congo, vous le savez. D'abord, les décès du juge instructeur du procès des 100 jours, vous le savez. Le juge Raphaël Iyani, l'on en parle, cette disparition qui suscite tant des interrogatoires, tant des questionnements, tant de pilogues en cours de route. Nous allons en parler dans cette émission Club Plus. Nous allons également parler en ce qui concerne la cacophonie qui règne au sein du Parlement avec la destitution de Jean-Marc Kabound au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ne pas aussi parler en ce qui concerne la pandémie du Covid-19? Les Congolais sont en train de décrier la gestion qu'ils qualifient d'être biaisée. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Nous allons en parler dans cette émission Club Plus avec ces deux juristes de détail. Alors, j'aimerais commencer avec maître Steve Kivuata, juriste de détail. Alors, concernant l'affaire de 100 jours, d'abord la disparition du juge Raphaël Iyani, je ne sais pas quelles sont les conséquences de sa mort. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Les Congolais posent tant de questions par rapport à sa disparition. Ça peut être dû à quoi? Et pour éclairer la lanterne, que diriez-vous? Non, d'abord, pour savoir les circonstances de sa mort et les causes, nous ne sommes pas outillés pour le dire. Tout ce qu'on peut demander, ce sont des enquêtes, qu'elles soient réellement sérieuses, indépendantes et professionnelles. J'ose croire que on a déjà requis l'autopsie par les tribunaux de grande instance de la Gombe. Le parquet de grande instance de la Gombe, je pense que c'est déjà une étape, mais moi j'aurais souhaité qu'il y ait des experts indépendants
pour effectivement nous établir le véritable circonstance et la véritable cause de la mort du juge Yanni. Parce que quand même, c'est une mort mystérieuse, une mort qui doit forcément être élucidée, parce que nous savons que le juge Yanni ne traitait pas n'importe quelle affaire. Il était face à un directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi, qui est chef de l'État en fonction. Il était face à un homme d'affaires qui traite de millions de dollars. C'est un étranger. Et donc, forcément, il pourrait être possible qu'il soit assassiné. Mais ce n'est pas à nous de les démontrer. Nous ne sommes pas outillés. Mais je pense que cette mort du juge Yanni devrait mettre sur la table la fameuse question de l'instauration de l'état des droits dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en deviennent le chantre. Ils pensent que l'état des droits, c'est par claquement de doigts, ou l'état des droits, ça serait un slogan. Non, l'état des droits suppose toute une planification. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous dites qu'on veut l'état de droit, que ça s'instaure. Il faut avoir un plan. Quel est le plan de ceux qui veulent l'état des droits en RDC? Que font-ils de magistrats? Combien on le paye? Sont-ils sécurisés? Lorsqu'ils ont affaire à de millionnaires, par détournement, par concussion, par corruption. Ils sont exposés. Ils sont exposés et il n'y a pas les outils nécessaires ni le salaire nécessaire permettant aux magistrats de faire face effectivement à de grosses affaires. C'est ainsi que moi je pense qu'il faut tout un plan. Mais au-delà de ça, aux magistrats, moi personnellement je demande un peu plus de professionnalisme. Eux-mêmes, ils doivent être le premier protecteur de leur vie. Ils doivent rester professionnels et indépendants dans leur mission de dire le droit. C'est ainsi que, par la même occasion, je voudrais qu'ils aient de la passion. Parce que en Italie, pour faire face à la mafia, il y a beaucoup de juges qui sont morts, beaucoup de magistrats. Et moi, j'ai toujours dit, autant que l'indépendance de la RDC a eu des héros et des martyrs, l'indépendance de la justice devrait aussi avoir des héros et des martyrs. Et effectivement, le juge Yanni fait partie de ces héros de la justice qui devront être célébrés par d'autres magistrats et servir d'exemple. On a vu effectivement dans le procès Caméré comment est-ce qu'il était rigoureux. Comment est-ce que, malgré toutes les provocations des différentes parties... qu'il aurait été menacé de mort. Ben oui, bon, il y a des gens qui disent que l'avocat de la République aurait entendu M. Caméré dire qu'il va mettre le feu. On a entendu M. Jamal être dans tous ses états. Donc il y a un nouveau dossier qui s'en ajoute sur... Bien sûr, je pense qu'il faut des enquêtes et personne n'est là jusque-là refusé. Et je pense qu'on est déjà, avec la correspondance que j'ai vue du parquet de grande instance de la Gombe, il y a déjà réquisition à experts pour qu'on fasse l'autopsie. Je pense qu'on doit effectivement, une telle mort ne peut pas passer sans une enquête indépendante, espérons-la. Merci Maître Sekivuata, je reviens à vous. Madame Maître Mimi Angèle, à vous. On peut dire une mort troublante du juge instructeur Raphaël Yanni. De votre part, je vous dis encore comment avez-vous reçu cette information? On peut dire que c'est un fait déjà prémédité ou comment? Je voulais, avant de parler de ces grands héros, de ces grands hommes, de ces grands juristes, de ces grands juges que j'ai connus personnellement au TGI de la Gombe, parce que je suis praticien du droit, je voulais que, avec votre permission, que nous puissions observer une petite minute de silence pour rendre hommage à ces grands messieurs qui viennent de nous quitter. Ah, même à la réalisation, on peut le faire, ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Je dis que je suis touchée, je suis écœurée de voir que cet homme qui a suscité de l'espoir,
qui a suscité de l'espoir auprès des Congolais. Nous avons suivi ensemble le procès de Vital Kamerhe. Vous avez vu la sérénité avec laquelle ces grands messieurs, M. Raphaël Niangi, a pu conduire les débats. On a voulu lui pousser à la faute pour permettre à la défense peut-être de récuser la Chambre ou bien, parce que nous sommes des praticiens, aller même en suspicion légitime du tribunal. Mais il s'est contenu jusqu'à la fin de l'audience. Et nous avons compris que c'est un dossier où il y a des grands enjeux. Et la question même de la sécurité, j'ai entendu les syndicats nationaux des magistrats, je crois que c'est les magistrats au Sofia, si je m'abuse, que j'ai suivi aujourd'hui sur l'une des chaînes de la place. Et je dis qu'il se pose un sérieux problème de la sécurité. Et lorsqu'on suivait ces procès, je crois que j'étais avec mon contradicteur, Steve Kivuata. Avec Maître Steve Kivuata. Nous étions dans une chaîne de la place aussi. Et à voir comment les procès s'est déroulé, on s'est dit, qui ont placé ces micros, qui ont placé ces tables, qui ont placé ces chaises. On a commencé déjà, avant même que cette question n'arrive, nous on pensait déjà à la sécurité de la composition. Que le juge Raphaël Niangi est décédé comme un soldat au front. Il est décédé arme à la main. Il est décédé arme à la main parce que le lundi, il était à l'audience du directeur des cabinets du chef de l'État et consort. Alors, vous savez que c'est un grand procès. Qui serait à la base de ça? Non. Présentement, nous ne pouvons pas dire qui est à la base. Non, on ne peut pas pointer quelqu'un du doigt. C'est difficile. Il faut que les enquêtes sérieuses et qui seront menées aussi par des personnes sérieuses. Vous affirmez qu'il n'y avait pas eu de malaise? Et pris d'un esprit de justice. Mais le lundi, il était à l'audience foraine. Le mardi, il était au palais de justice. Il était à son bureau le mardi au palais. C'est au retour de la maison qu'il a senti des malaises. Il a essayé de manger, mais ça n'allait pas. Et puis, on lui a amené à l'hôpital. Il est décédé. Et après son décès, il y a eu le ballonnement du ventre. Il y a eu sa teinture qui a directement changé. D'autres disent qu'il avait vomi. Tout ça, ce sont des suspicions. Je ne suis pas dans les secrets de la famille pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais les informations à notre possession, nous sommes des habitués du palais. Nous avons certains juges que nous pouvons contacter, certains magistrats, certains avocats. Et puis, Papa Raphaël Niangi est de Bandalungwa. Je suis natif de Bandalungwa. Quoi de plus normal que je sois plus touché pour le décès de Papa Raphaël Niangi. Mes parents étaient à Luima, lui à Timansi. Vous voyez les ruelles qui sont presque proches. Donc, c'est un juge que j'ai connu au palais, mais dans les quartiers, dans ma circonscription, dans là où je suis né à Bandal. Il n'y aura plus lié de dire que Kamerhe va bénéficier d'une quelconque liberté provisoire jusqu'à ce qu'une enquête soit aussi diligentée par rapport à la disparition du juge. Il ne faut pas faire la part. Il ne faut pas mélanger les choses, pas de méli-mélo. Il n'y a pas de méli-mélo, mais c'est une question. Les dossiers Kamerhe, c'est un autre dossier. Pour les programmes de 100 jours du chef de l'État. Et dans ces cas, il va purger dans la prison centrale des Makala. Non. On vient en peine de commencer avec l'instruction de l'affaire. Comment vous dites déjà Kamerhe va purger? Non, c'est inconcevable. C'est inconcevable. La dynamique de l'instruction, la dynamique du procès va déterminer, peut-être pour des personnes aguerries, averties, seront déjà si Kamerhe sera condamné ou il ne le sera pas. Mais au stade actuel, où d'ailleurs on a cité des renseignants et des témoins qui viendront peut-être pour éclairer la religion du tribunal. C'était pour le 3. Mais avec la disparition du juge Niangi, je crois qu'il y aura une autre personne qui va assumer la tâche du président de la Chambre. Il y aura réouverture des débats parce qu'en matière pénale, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un si vous n'avez pas participer à l'instruction du dossier. Par quel mécanisme vous allez les faire? Donc, il y aura réouverture des débats, on va relire les PV et que le président, c'est lui qu'on va mettre, le président de la Chambre, doit aussi prendre du temps parce que c'est un dossier volumineux pour qu'il puisse s'imprégner réellement comme le feu juge Niangi était imprégné du dossier et que l'autre aussi puisse s'imprégner parce que c'est un dossier volumineux
pour bien conduire l'instruction de cette affaire. Donc Kamere va passer encore quelques jours encore là avant que nous mais il puissions va purger quand même, répondre. il va purger en quelque non, sorte. il n'est pas en train de purger. Non. Maître... Kamere est... Je veux que nous comprenions bien. Kamere ne purge pas encore sa peine. Kamere est en détention préventive. Voilà pourquoi à tout moment, à chaque fois qu'il y a audience, après l'examen du fond, la composition entre en chambre du conseil pour permettre aux avocats de Kamere de faire leur demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kamere. Et puis, vous avez compris que avec même cette situation, quand Maître Kabengele a voulu introduire cette demande pendant qu'ils étaient devant le juge des fonds, le juge a dit, attendez, quand nous serons en chambre du conseil, vous allez introduire votre demande. Ça sera possible. Ils ont introduit leur demande, la demande a été rejetée. Avec les circonstances actuelles, ça sera possible? Quelles circonstances actuelles? La disparition du juge, vous Mais le juge est décédé, il faut qu'on mette en place une autre chambre. Il faut qu'on puisse suppléer. Mais il va purger quelques jours. Il ne purge pas. Purger sa peine, c'est-à-dire la personne a été condamnée. Kamere est en détention préventive. Kamere est présumé innocent jusqu'à ce que donc, sa culpabilité d'une présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie, et cette culpabilité ne sera et ne pourra être établie que par un jugement. Sylvie Kinvouata, partagez-vous cet avis, l'avis de Mimi Angèle, en ce sens que Vital Kamere va bénéficier d'ailleurs d'une présomption d'innocence malgré la disparition du juge Raphaël Iani? Bien sûr, au-delà même de bénéficier de la présomption d'innocence et du droit de la défense, Vital Kamere n'est même pas encore poursuivi pour la mort du juge Iani. Donc, ce n'est pas à nous directement, à moins que nous ayons de preuves, de dire que ça serait Vital Kamere. Nous devons effectivement respecter de principes des droits parce que l'infraction des diffamations existe. Et je pense que Maître Mimi a tout dit, mais je pense qu'au-delà du droit, il y a quand même des questions à se poser. Parce que si réellement on peut parler en termes de présomption et que réellement le juge Iani serait assassiné, on doit se poser des questions. Est-ce que ce qu'il aurait assassiné ne viserait pas une instrumentalisation de la justice? C'est-à-dire penserait qu'une nouvelle composition irait dans les sens de leurs intérêts. Ce sont des présomptions sur le plan politique. On peut se poser des questions. Est-ce qu'ils ont senti qu'avec juge Iani, c'était difficile de négocier le droit, de négocier un jugement? Je pense que ce sont des questions qui peuvent se poser, d'où la nécessité, effectivement, d'abord, que les enquêtes sur la mort soient réellement sérieuses. Je pense qu'elles vont être diligentées. Et deuxièmement, ce procès doit continuer à être public parce que nous allons voir la nouvelle composition. Comment est-ce qu'elle va se comporter? Remise à zéro? Bien sûr, Maître Mimi Condé l'a déjà démontré, l'a déjà dit. Le principe voudrait que la nouvelle composition puisse recommencer l'instruction à zéro à partir de l'instruction au niveau du tribunal, bien sûr, en commençant par lire le PV, en interrogeant les prévenus, ça va recommencer. Mais cette procédure de l'audience est à différencier de la chambre du conseil, là où on accorde ou pas la liberté provisoire. Et la liberté provisoire ou la détention préventive tient au fait que le magistrat se pose des questions. Si réellement nous libérons le prévenu, risque-t-il de ne pas fuir? Est-ce qu'il y a possibilité qu'il puisse déranger le témoin ou altérer certaines preuves? C'est par rapport à ces présomptions, ou même créer un problème de sécurité publique, c'est par rapport à ces présomptions que le juge, deux fois, se dise mieux vaut le détenir préventivement. Préventivement, ça veut dire qu'on prévient quelque chose, on prévient soit de sa fuite, soit qu'il dérange le témoin, soit qu'il puisse
effacer certaines preuves. Donc, je pense que jusque-là, il est détenu préventivement. Comme Maître Mimi l'a dit, il n'est pas en train de purger la peine. Le souci, effectivement, de tous les Congolais, ça serait que ce procès puisse aboutir à ce qu'on dise réellement de droit. Si les deux infractions ou les trois charges qui sont retenues contre les prévenus qui sont présentés à l'audience, on a toutes les preuves qu'elles ont été commises, que ces infractions ont été commises, eh bien ces personnes seront condamnées. Mais si il n'y a pas des éléments suffisants pour certifier que ces infractions ont été commises, ces gens devront être acquittés. Pour cela, nous avons besoin d'une composition avec de juges aguerris du type du juge Yanni, parce que juge Yanni, il devient un peu comme le Lumumba de la magistrature. Donc, il faudrait nécessairement que nous ayons des juges de ces gabarits. Maître Mimi Angèle, c'est tristant. C'est vraiment triste de voir ce genre de situation en République démocratique du Congo. D'abord, que pensez-vous de la sécurisation des juges, comme vient de le dire, venait de le dire Maître Steve Kivuata? Qu'est-ce que vraiment le gouvernement devrait faire, normalement, quant à la sécurisation des juges? Cara. Merci beaucoup. Je crois que les cas de ces terreaux, de ces juges, Raphaël Yanni, sa mort vient d'interpeller et les magistrats, et les avocats que nous sommes, et l'État congolais, qui est leur employeur. Vous savez que quand nous allons au palais de justice pour prester, tous nous sommes là. Nous sommes là. Est-ce que sommes-nous sécurisés quand nous sommes au palais de justice? Sommes-nous sécurisés? Les juges tels qu'ils sont là, sont-ils sécurisés? Vous savez que quand vous traitez des grands dossiers, tels que le dossier d'État, ça c'est un dossier d'État, un dossier du siècle, où il y a des détournements des millions et des millions de dollars, vous savez que le juge lui-même, est-ce que le juge est à l'abri? Le juge est à l'abri de la corruption? Parce que quand on regarde sa situation sociale, le juge ne peut pas habiter dans la cour des Dosso, où il y a autant de maisons. Parce que l'adversaire peut passer par... Quand bien même les avocats et... L'adversaire peut passer par d'autres voisins pour atteindre les juges. Et quand vous analysez dans des sociétés où la mafia est plus vaste que chez nous, l'Italie, la Mexique, quand vous analysez comment les choses... Nous voyons même dans des films, non? Vous êtes une chaîne d'ailleurs, vous pouvez nous chercher ces films-là, ces jours aussi pour rafraîchir la mémoire de vos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent, quand vous parlez de la mafia, ça veut dire quoi? De gros dossiers d'État. Vous savez qu'aux États-Unis... Mais on lui avait doté de la police, de la police. Donc la sécurité, c'est seulement les policiers qui sont là. C'est ça la sécurité. Mais non, c'est pas ça la sécurité. Alors qu'est-ce que vous en voulez encore? C'est pas ça la sécurité. Qu'est-ce que vous en voulez encore? La sécurité, entre autres, les micros qu'ils sont en train d'utiliser. Cherchez notre moyen de leur doter chacun qu'il puisse avoir son micro. Chacun puisse avoir son micro. Vous savez que le fait Papa Étienne, paix à son âme. Papa Étienne n'a jamais utilisé un micro avec beaucoup de personnes. Quand il vient à un meeting, il vient avec son fauteuil et son micro. Vous le savez. Dès que vous voyez Sango arriver avec sa chaise, vous savez que le vieux est en route, bientôt il va arriver. Dès qu'il arrive, celui qui détient sa chaise ouvre, il donne le micro, il parle avec son micro. Il termine, il donne à celui-là, il les garde, on prend sa chaise, il part. Vous ne savez pas pourquoi il les faisait. C'est pour sa sécurité. Oui, c'est pour sa sécurité. Ce que nous déplorons aujourd'hui, nous ne disons pas qu'il a été empoisonné. Loin de moi l'idée de dire déjà qu'il a été empoisonné. Mais nous disons que quand on traite de grands dossiers d'État, on doit prendre des précautions nécessaires pour protéger la personne qui doit rendre ces services-là. Vous allez voir en Italie, j'ai dit au Mexique, où il y a des dossiers, des grands dossiers de mafia, des grands dossiers de drogue. Vous savez comment ça se passe? On élimine des gens. On élimine des gens, des policiers, des magistrats, des juges.
Mettez-nous ces genres de films pour rafraîchir pendant que nous sommes en confinement aussi. Ceux qui sont à la maison vont apprendre. Je voulais dire aussi la situation sociale du magistrat. Un magistrat qui est en train de traiter un tel dossier, des millions. Qu'est-ce que la République avait prévu? Ou qu'est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature prévoit au cas où nous avons de tels dossiers d'État, des dossiers de grosses sommes d'argent, pour mettre même les juges à l'abri du besoin? Par exemple, un prime. On peut dire pour ces dossiers que vous êtes en train de traiter, c'est un dossier de beaucoup de millions. Quelqu'un qui peut avoir 50 millions, pour te donner 500 000 pour qu'il soit en liberté, ça va lui coûter quoi? Même 1 million. Même 2 millions, 5 millions, dit bon, je casque 5 millions, je vais garder mes 45 millions, mais je te donne 5 millions. Et il ne faut pas aussi oublier que quelqu'un peut avoir 50 millions. Il accepte que vous lui condamnez. Lui garde ses 50 millions. Donc, on peut-on dire que le juge Raphaël, donc une somme lui a été proposée et qu'il aurait refusé? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas dans les coulisses de ce qui s'est passé, mais même en dehors du cas du dossier de Vital Kamerhe, ceux qui fréquentent les palais, ils savent quel est le comportement de cet héros. Nous disons que c'est un héros parce que nous savons. C'est parmi les juges qui devaient révolutionner même ce tribunal de grande instance de la Gombe-là. Mais dommage qu'il est parti si tôt. Et nous regrettons Maître vraiment ça. Séviki-Boita, avez-vous ajouté sur ce que vient de dire Maître Mimi Angèle concernant la sécurisation des juges, des magistrats et des avocats que vous êtes, parce que c'est une situation qui laisse à désirer, on ne sait pas à quel sens c'est voué, vous êtes victime de beaucoup de choses, qu'en est-il au juste? Non, en fait, il faut tout un plan, comme je l'ai dit. Personnellement, quand j'étais en 2e licence, j'ai travaillé sur le plaidoyer pour l'instauration d'un état des droits en RDC. Donc, personnellement, je fais de recherches sur la question presque chaque jour. Moi, je pense que moi, président de la République, je casernerai les juges et les magistrats. Il faut qu'ils aient de quartiers pour eux. Ils ne doivent pas nous côtoyer chaque jour. Ils ont reçu de la loi la mission de nous sanctionner. Donc, ils ne peuvent pas être avec nous, pauvres pêcheurs. Donc, ils doivent réellement être casernés, mais je sais que ça, il faut tout un plan. Il faut qu'il y ait de vrais patriotes au sommet de l'État. Mais jusque-là, d'abord, le problème salarial. Parce que la première sécurité commence par soi. Combien sont-ils payés? Savez-vous qu'ils sont payés en francs? Avec ces taux de dollars de FCC Cash... Non. C'est lui qui a amélioré... Non, Matata n'a pas laissé un 92. Vous êtes journaliste, il faut vous documenter. C'est lui qui a laissé un 92, c'est Adolphe Muzito. D'ailleurs, en termes de politique salariale, je pense qu'il n'y a personne qui a amélioré les salaires de magistrats, de professeurs d'université, de médecins comme Muzito. C'est les salaires qu'il a laissés qu'on a maintenus jusqu'aujourd'hui, mais qu'on a rongé avec la dépréciation du franc congolais. Par exemple, les magistrats, ils étaient à 800 $ et certains autres à 1000 et quelques dollars, avec le taux de 92. Donc, avec le taux actuel, ils doivent être dans les 300 à 400 $ le mois. Représentez-vous qu'un juge, un magistrat qui traite de dossiers de millions, lui-même, il reçoit entre 400 à 500 $ le mois. C'est vraiment de l'injure. Et ceux qui ont chanté l'état de droit, ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir sans changer cela, ne fût-ce que dès le départ. Deuxième chose, c'est la sécurité. Aujourd'hui, les députés ont des assistants parlementaires. Combien de juges ont des assistants? Et sur le plan sécuritaire, comme le disait Maître Mimi, ce n'est pas que la police. D'abord, est-ce que ces policiers sont le choix de juges eux-mêmes? Je ne voudrais pas jeter les discrédits sur notre police nationale. Est là pour la sécurité. Non, nous savons. Non, je ne voudrais pas jeter les discrédits sur la police nationale congolaise, mais nous savons un peu comment on recrute les policiers. Donc, qui n'ont pas bénéficié d'une quelconque professionnalisme. Il n'y a pas beaucoup de professionnalisme. Donc, nous devons en profiter réellement, profiter de cette mort
pour mettre ces questions sur la table. Je suis très content, effectivement, que le magistrat puisse sortir de leurs réserves à travers leurs syndicats, parce que moi c'est une question dont je parle à chaque instant. Et je regrette que nos syndicats ne soient pas assez forts, qu'ils n'écrient pas assez fort. Ils doivent crier fort, parce que le magistrat, c'est eux qui recherchent les infractions et poursuivent leurs auteurs devant les cours et tribunaux. Ils ont reçu cette mission-là de nous censurer. Et le juge, c'est lui qui dit en dernier lieu si vous avez commis une infraction ou pas, si vous avez commis telle faute civile ou pas. Donc, ils ont une mission tellement grandiose dans un pays d'indisciplinés. Nous leur devons effectivement une protection sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Merci, très belle mise au point de ces deux juristes de détail. Alors, cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive au niveau du Parlement. Il y a de bagarres, on ne sait pas comment, qui identifier les auteurs de ces actes qui laissent à désirer. Concernant la destitution de Jean-Marc Aboud de son poste de premier vice-président du Parlement. Qu'est-ce qui devrait être fait normalement? On devrait, n'est-ce pas, attendre l'auteur de la pétition, mais dommage, il n'était pas là lors du vote. On en parle dans cette émission Club Plus. Maître Mimi Angèle, comment avez-vous trouvé la procédure du Parlement concernant la destitution de Jean-Marc Aboud, alors que l'initiateur de la pétition, Jean-Jacques Mamba, n'y était même pas lors du vote? Explication. Je crois que je ne suis pas député, mais c'est que je puis constater et que l'auteur